Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Ils sont 67% des 18-24 ans à ressentir de la solitude pendant la période des fêtes. Un problème qui ne s'arrête pas à cette période. On va en discuter avec nos invités dans quelques instants. Seule une pile sur deux est recyclée aujourd'hui en France, alors qu'elles font partie pourtant de notre quotidien. Eh bien, dans cette seconde partie d'émission, nous vous proposons un atelier pédagogique pour mieux apprendre à recycler ces fameuses piles. On en parle avec notre invité. Dans son panorama, Shirley Adélaïde nous présentera un podcast sur l'histoire de la musique et comment la faire découvrir aux enfants. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec le dernier jour aujourd'hui du procès de l'assassinat de Samuel Paty. La Cour d'assises spéciale de Paris est en train de rendre son verdict en ce moment même après 7 semaines d'audience. Elle doit trancher sur la culpabilité des 8 adultes impliqués à des degrés divers dans l'assassinat du professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020. 7 hommes et une femme qui pour la plupart ont clamé à nouveau leur innocence hier soir. Des mots qui ont laissé Virginie Leroy, avocate de la famille Paty, dubitative. Écoutez. Ils nous ont pas franchement convaincus, c'était des derniers mots qui, de manière générale, je trouve, étaient plutôt victimaires. On sent que ceux qui sont dans le box ne veulent absolument pas admettre quelque responsabilité que ce soit. Très clairement, moi j'avais dit dès les premiers jours, les excuses ça ne sert à rien, ça ne ramènera pas Samuel Paty. En revanche, les explications c'est précieux pour nous. Et malheureusement, je dois faire un bilan qui est plus que mitigé. On n'a pas eu beaucoup d'explications sur les faits. Les proches de Samuel Paty attendent des peines à la hauteur des responsabilités des accusés. 18 mois de prison avec sursis jusqu'à 16 ans de réclusion criminelle. Voilà ce qu'avait requis le parquet national antiterroriste. Quant à la défense, elle a plaidé l'acquittement avec force. Or, avant même la délibération de la Cour, ce matin sur RMC, la sœur de Samuel Paty, Michaëlle, exprimait une profonde déception face à des réquisitions trop faibles selon elle. Et pour elle, de manière plus générale, justice n'est pas rendu pour son frère. Je pense que mon frère est mort pour rien. Mais par contre, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose de sa mort. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on passe à côté, effectivement. Quoi ? À l'heure actuelle, c'est en fait l'assassinat de mon frère a fait qu'il y ait une désinhibition de tout le monde à agir avec violence, à minimum verbale et parfois physique. Il y a encore des claques qui ont été déversées sur un enseignant il y a quelques jours. Tout ça, ça ne s'arrête pas. Le tout, c'est pas juste qu'on puisse lancer des procédures après où, de toute façon, les parents d'élèves sont très peu inquiétés. Il faut juste qu'il n'y ait plus de passage à l'acte. Et donc, il faudrait montrer une extrême fermeté avec des sanctions qui soient véritablement à la hauteur pour que les uns et les autres réfléchissent peut-être un tout petit peu de ne pas agir comme tel envers le grand enseignant. Michaëlle Paty soutient la nécessité de se pencher sur les autres responsabilités que celles des accusés, celles de l'État, de l'administration, de certains anciens collègues de son frère, du référent laïcité et des renseignements territoriaux, alors que Samuel Paty avait plusieurs fois alerté sur toutes les menaces qui pesaient sur lui. Une enquête pénale est toujours en cours. Le verdict des 8 accusés, quant à lui, est attendu dans la soirée. C'est un autre verdict qui a été livré hier par la Cour criminelle du Vaucluse. Les 51 hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot ont été condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de réclusion criminelle. La fin de ce procès a provoqué évidemment un électrochoc sans précédent en France et dans le monde et mise au cœur du débat public la question du consentement. Pendant le procès, après le procès, le consentement a suscité de nombreuses réactions. Hier, la ministre de l'Éducation sortante, Anne Genetet, a déclaré sur X « Ce procès nous montre que nous avons une responsabilité collective, faire du respect, du consentement et de l'égalité des principes non négociables dans notre société. » Sur la même plateforme, le Premier ministre François Bayrou a quant à lui salué l'exemplarité de Gisèle Pelicot, devenue, je cite, « la figure des violences faites aux femmes. Son combat nous oblige et doit être poursuivi », dit-il. Alors, poursuivi en introduisant notamment la notion de consentement dans la définition légale du viol, c'est toute la question. Pas sûr pour Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, même si ce procès doit faire réfléchir tout le monde. Il était ce matin sur France Info. Au-delà du procès des crimes sexuels à l'endroit des femmes, c'est le procès du consentement. C'est quand même des dizaines d'hommes qui sont passés au domicile de Gisèle Pelicot et qui ont eu des actes sexuels avec elle sans jamais manifestement
se poser la question du consentement. Et c'est pas un ou deux hommes, c'est la société d'hommes qui considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un oui pour avoir une relation sexuelle. Et c'est pas simplement le consentement, c'est pas simplement la capacité à avoir dit non, c'est d'avoir dit oui. C'est d'inverser le Est-ce que ça s'écrit dans la loi? C'est d'inverser les choses. Est-ce que ça s'écrit dans la loi? Il y a un débat là-dessus. Oui, j'ai pas de certitude. Donc il faut qu'on creuse cette question-là. Mais en tout cas, la prise de conscience, et j'espère que la prise de conscience collective, y compris notamment chez les hommes, de dire c'est pas parce qu'on dit pas non qu'on dit oui. Et pour d'autres, comme pour Catherine Lemagresse, juriste et chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, il n'y a pas de doute, le consentement doit être inscrit dans la loi. Frappée par le sentiment d'impunité des accusés durant les audiences, elle expliquait sur France Culture il y a quelques mois travailler sur une définition du consentement avec certains de ses homologues. Alors à quoi ressemblerait ce nouvel article du Code pénal? On l'écoute. Alors nous y travaillons avec des magistrats, avocats, avocates, universitaires, en étant très inspirés par la définition canadienne notamment, puisque c'est le premier pays en 1992 à avoir modifié son code criminel de façon à y inclure une définition du consentement positif. Commençons par dire que c'est un accord volontaire qui est donné et que l'on apprécie en tenant compte des circonstances environnantes. C'est aussi la définition que l'on trouve dans la Convention d'Istanbul que la France a ratifiée en 2014. Alors quand on dit ça, accord volontaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire évidemment un oui, c'est un oui qui est explicite, qui est continu, qui concerne évidemment la personne. On dit oui à une personne, pas à une autre. Continu, ça veut dire qu'on peut commencer par dire oui au départ et puis au fur et à mesure que l'activité sexuelle se poursuit, on peut avoir envie d'arrêter et dans ce cas, le non doit être entendu. Et puis oui aussi par rapport à par exemple, des rapports protégés. Si on enlève le préservatif, ce n'est plus un oui, c'est un non, c'est un viol. Les associations qui défendent les femmes, en attendant, ont manifesté leur colère après le verdict du procès des viols de Mazan. Certaines peines prononcées ont été en dessous des réquisitions pour les faits de viol aggravés. Une loi intégrale contre les violences sexuelles qui repense l'ensemble du processus judiciaire et lutte contre la culture du viol. Voilà ce que réclame la Fondation de France aux côtés de plus de 60 réseaux, ONG et associations. Dans le reste de l'actualité, on attend aussi un budget pour 2025. Pour cela, on a besoin d'un gouvernement et qui pourrait probablement être annoncé avant Noël, Shirley. En tout cas, d'après ce qu'a déclaré François Bayrou sur le plateau de France 2 lors de sa première interview télévisée, il dit avoir proposé aux différents partis d'entrer au gouvernement, hormis le RN et LFI. Il a donné un nom pour nous faire patienter. Il souhaite garder Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, un maintien qui constitue néanmoins une ligne rouge pour les écologistes et les socialistes. Le PS, à qui François Bayrou offre des gages sur la question de la réforme des retraites. Il veut bien reprendre les discussions sans pour autant suspendre le système actuel. C'est une porte ouverte de bonne foi, a-t-il assuré. Autre main tendue vers la gauche, il n'utilisera pas le 49.3, sauf, je cite, s'il y a blocage absolu sur le budget. De son côté, le NFP n'est pas très convaincu des réactions, déplore notamment le fait que le Premier ministre n'exclut pas de recourir au passage en force, comme l'a fait son prédécesseur Michel Barnier. Pour Pierre Alloran, doyen de la faculté d'Orléans, ce matin, au micro de Rosalie Lafarge sur France Culture, c'est pas gagné pour François Bayrou. C'est de plus en plus compliqué. Plus la crise dure, plus elle s'aggrave, plus le président de la République continue à tourner le dos finalement aux résultats des élections législatives. Et effectivement, on voit bien que par exemple, la personnalité même de M. Retailleau et la politique qu'il incarne par rapport à l'immigration devient un repoussoir pour tous les autres, y compris au MoDem et une partie de Renaissance, une partie des macronistes. Or, LR en fait une des conditions de sa participation. Donc, comment élargir l'omelette du côté centre ou gauche sans la diminuer de la partie droite, c'est extrêmement compliqué pour M. Bayrou et ce sera encore plus compliqué pour son successeur. Autre sujet, c'est un vaste coup de filet contre un réseau international de pédopornographie qui s'est joué. La gendarmerie nationale annonce ce jeudi le démantèlement de ce réseau sur l'application Signal. 95 personnes ont été identifiées en France.
Oui, tout a commencé il y a un an, en novembre 2023, à l'occasion de la perquisition du téléphone d'un individu qui demeurait dans les Hauts-de-Seine. Le propriétaire est mis en cause pour consultation habituelle d'images pédopornographiques. Depuis, les autorités ont remonté la piste de ce qu'ils ont découvert comme étant un vaste réseau. Les 95 personnes identifiées en France sont des hommes allant de 18 à 74 ans. Pour la majorité, ils ont été interpellés et 36 étaient déjà connus pour des infractions sexuelles à l'égard des mineurs. Des perquisitions ont également été menées. Au total, ce sont 375 000 photos et 156 000 vidéos qui ont été retrouvées. Selon la gendarmerie nationale, la grande majorité des mises en cause ont déjà reconnu les faits. Et concernant les milliers d'autres utilisateurs étrangers présents sur les canaux, ils seront communiqués via Interpol aux différents pays concernés. Et on suit ça de très près, évidemment. Si elle aboutit, cette demande permettrait à la 8e femme d'entrer au Panthéon en 2026. Une tribune réclame George Sand au temple des grandes femmes et hommes de la nation française. Juliette Binoche, Charles Berling, Annie Ernaux, Antoine Duléry ou encore Gauthier Capuçon l'ont signé. Ils sont une cinquantaine dans la culture à souscrire à ce projet qui pourrait permettre à la célèbre écrivaine du 19e siècle de rejoindre les 75 hommes qui reposent déjà au Panthéon. Alors 2026, pourquoi ? Parce que ce serait le 150e anniversaire de la disparition de la Berrichonne, qui, à travers ses œuvres avant-gardistes, a exploré des thématiques comme la condition féminine et les injustices sociales. George Sand, c'est aussi évidemment cette personnalité libre, moderne, anticonformiste, qui a utilisé un pseudonyme masculin pour défier les conventions de son époque, inspirant ainsi des générations entières, sans oublier son engagement en faveur de la République à partir de 1848. Reste à savoir si cette panthéonisation symbolique sera acceptée par le président de la République, qui est le seul décisionnaire. Dans une semaine, les enfants en auront plein les yeux au Festival du Merveilleux au Musée des Arts Forains à Paris. De retour pour une 14e édition. Comme à l'accoutumée, les pavillons de Bercy vont se transformer en une immense salle de spectacle avec des musiciens, des manèges, des acrobaties spectaculaires, des danseurs et plein d'autres surprises. Le cadre est bien toujours aussi féerique dans ce musée qui renferme des espaces tout droit sortis d'un décor de cinéma avec des objets de curiosité issus des fêtes foraines des années 1850 à 1950 et une salle de bal de la belle époque. Chaque année, on voudrait y rester toute une vie, mais on se contentera de 10 jours, du 27 décembre au 5 janvier, pour vivre donc la magie des fêtes au Festival du Merveilleux, au Musée des Arts Forains, 12e arrondissement de Paris. On vous y donne rendez-vous. Merci beaucoup, Charlet. 30% des 18-24 ans passeront les fêtes de fin d'année seuls, selon une dernière étude Opinionway. La fin d'année est souvent le paroxysme de cette solitude qui gagne du terrain chez les plus jeunes depuis des années. Alors pourquoi on est arrivé là et surtout comment y remédier ? On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Éléonore Carré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des études de société chez Opinionway. Merci d'être avec nous. Maxime Loire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écoutant à SOS Amitié. Pourquoi on se parle aujourd'hui ? Parce qu'un chiffre nous a vraiment marqué ici à la rédaction. 67% des 18-24 ans se sentent seuls pendant les fêtes. L'année dernière, SOS Amitié a reçu un nombre record d'appels durant l'année, en particulier pendant les fêtes. Pourquoi ces fêtes de fin d'année sont toujours le climax, le moment le plus terrible de la solitude chez les jeunes? Est-ce que l'un des deux veut répondre en priorité? Alors, peut-être. Il faut savoir que Noël, c'est vraiment un moment de pression sociale énorme, que ce soit pour les jeunes ou pour l'ensemble des Français, bien sûr. Et donc, ce moment de pression sociale, il est très très fortement ressenti par des jeunes qui sont dans un moment de construction de leur identité, en pleine transition. En fait, ils sont en train d'avoir leurs premiers emplois, ils sont en études, ils sont éloignés de leur famille. Et c'est un moment qui exacerbe donc ce moment de solitude quand on est loin de tout. Vous partagez ce constat ? Oui, tout à fait. Les moments des fêtes nous rappellent notre sentiment de solitude qui peut être présent tout au long de l'année. Donc on voit chez SOS Amitié une augmentation de l'expression de cette solitude, notamment vis-à-vis de la conscience qu'on peut avoir du désir de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on voit chez l'autre justement sur les réseaux sociaux par exemple.
Ce sentiment de solitude, il est très partagé en France. On l'a vu, on en a beaucoup parlé déjà pour les personnes, pour les seniors. C'est vrai que pour les jeunes, on en parlait peut-être un peu moins. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup ici chez School TV, la santé mentale. La solitude, c'est quelque chose de très particulier. Ça veut dire solitude vis-à-vis de sa propre famille, vis-à-vis de ses amis. Noël, c'est vrai que souvent, c'est un moment qui se dit en famille. Est-ce que cette notion de famille est un peu moins prégnante en France qu'en dans un pays latin ? C'est une question que je vous pose de manière générale, peut-être dans d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, enfin le Portugal, on ne peut pas dire, mais l'Espagne ou d'autres pays. Ce qu'on sait, c'est que ce soit en France ou ailleurs, on a quand même un éclatement des familles, c'est pas une grande surprise, avec des familles qui sont un peu moins, qui ont moins d'unité, un noyau dur, où on a des familles divorcées. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais ça crée finalement une difficulté à avoir une unité des fêtes. On l'a vu dans d'autres études, ça peut aussi créer une multiplication des fêtes de Noël. Et finalement, on n'assiste pas forcément à un grand événement, un rituel qui fonde et qui scelle vraiment ce moment de convivialité familiale. Dans les moments d'écoute, Maxime Noir, est-ce que vous avez aussi des jeunes qui se retrouvent avec leur famille, mais qui pour autant ressentent ce sentiment de solitude ? Oui, il y a des retours d'expérience où les écoutants vont parler avec un jeune pendant parfois 30 minutes, 1 heure, et finalement l'échange va être coupé parce que le jeune va être perturbé dans son échange avec SOS Amitié, parce qu'il doit aller déjeuner avec sa famille, par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que ces jeunes vous disent quand ils parlent de leur solitude ? Ils ont l'impression de ne pas être écoutés, pas être entendus ? Vous compariez tout à l'heure aux personnes âgées. Chez SOS Amitié, on compare justement ce sentiment de solitude à l'isolement social. Là où peut-être les personnes âgées vont vivre de l'isolement social, c'est-à-dire ne pas avoir aucun contact physique pendant plusieurs jours, les jeunes, eux, c'est vraiment un sentiment de solitude. C'est le fait de vivre, d'avoir... Il y a des retours, par exemple, j'ai plein de copains, mais j'ai pas d'amis. Ou tout à l'heure, on parlait de connexion. C'est un mot qui revient assez régulièrement. Je me sens pas connecté avec les gens. Le problème de la connexion, c'est aussi peut-être le problème des réseaux sociaux quand même, non ? C'est un énorme problème. C'est certain, aujourd'hui, on a une multiplication de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok. Et tous ces réseaux sociaux, ils créent une vitrine vraiment d'activité sociale, de performance sociale. Et quand on est face à ces réseaux sociaux et qu'on est seul, on se sent d'autant plus exclu. Quand on est isolé, quand on n'a pas de contact, quand on privilégie la quantité d'amis et de copains à des amitiés qui sont des vrais piliers, qui sont des personnes à qui on peut se confier, se fier quand on est seul. On le voit dans nos études qu'on a pu réaliser. Nos jeunes qu'on interroge nous disent finalement qu'ils peuvent, comme les seniors dont vous parliez, se retrouver seuls et couper tout contact à un moment. Donc finalement, ne pas avoir de personnes fiables vers qui se tourner quand ils se sentent seuls, isolés, et finalement qu'ils voient que leur santé mentale est dégradée. C'est aussi la logique, et encore une fois, on ne tape pas sur eux, mais des réseaux sociaux où on se dit ami avec quelqu'un sur Instagram, TikTok ou autre, et finalement, on se retrouve dans la solitude totale d'une non réelle amitié dans la vie. Peut-être que c'est aussi ça qui est frappant encore plus aujourd'hui. On a tous un nombre d'amis incroyable sur les réseaux sociaux, c'est fascinant et on ne pourrait pas les compter avec nos seules mains. C'est ça qui est très frappant, c'est qu'on a un monde qui est très filtré, qui est édulcoré, où on voit que des belles choses. Quand on les vit pas, c'est très dur et on a vraiment l'impression, ces jeunes ont l'impression finalement de passer à côté de leur vie. Et ça, vraiment, ça renforce ce sentiment de solitude et ça enfonce encore plus dans quelque chose dont il est difficile de s'extraire. Chez SOS Amitié, donc vous êtes écoutant et je me permets de vous féliciter de cela. Je rappelle que c'est du bénévolat, que c'est du temps effectivement que vous allouez à toutes ces personnes qui sont dans des moments de solitude, de détresse et qui ont besoin justement de parler, de se confier. Dans ces moments-là, est-ce que vous avez l'impression qu'aussi ces jeunes, puisqu'on parle des jeunes aujourd'hui, mais je pense que c'est valable malheureusement pour tout le monde, mais se comparent continuellement aux autres. Je rejoins en fait, je poursuis ce que vient de dire Éléonore Carré. Est-ce que c'est le sentiment de comparaison qui est permanent ? Alors, on n'a pas le discours de la comparaison. Par contre, on peut avoir la sensation, en tant qu'être humain, de se dire que si la personne est peut-être frustrée parce qu'elle n'a pas ce qu'elle désire, la création du désir se fait par le fait de voir ce qu'ont les autres. Et dans une vie qui n'est pas obligatoirement réelle, finalement, parce qu'on sait qu'on se met en scène sur les réseaux sociaux.
Et ça peut être d'une simplicité, même par exemple sur le corps, le fait de voir des gens se mettre à danser sur les réseaux sociaux et de se dire moi je ne peux pas danser comme ça parce que je n'ai pas le même corps que cette personne. En tout cas, il y a toutes les opportunités de créer de la frustration dans toute cette consommation d'images. Alors il y a évidemment donc l'image, on l'a dit, la solitude, tous ces moments, et puis ce moment qui est très difficile où ces jeunes se sentent seuls, c'est aussi probablement lié à la précarité économique. À quel point ça impacte les jeunes aujourd'hui, Léonore Carré? Dans les principales préoccupations des jeunes aujourd'hui, il y a évidemment l'environnement, c'est pas une surprise, mais on a aussi en deuxième place, et juste après l'environnement, les tensions économiques qu'on vit actuellement, l'incertitude économique, les difficultés, l'inflation. Ça a beau aller mieux, ça reste quand même compliqué. Et tout ça, ça affecte directement les jeunes dans leur capacité à vivre pleinement leur vie au quotidien. Donc finalement, une survie économique qui ne permet pas de penser à sa santé mentale. Ça passe en seconde place, en deuxième position, après la possibilité d'acheter un paquet de pâtes, de pouvoir payer un billet de train pour aller rejoindre sa famille. Et donc tout ça, finalement, ça balaye l'importance accordée à la santé mentale et à la possibilité de ne pas être seul, notamment dans les moments de fête. Le fait d'être constamment face à des écrans, face à la médiatisation, et on peut le dire aujourd'hui sur un plateau de télévision, mais forcément on voit des images, ce qui se passe aujourd'hui est absolument désastreux partout dans le monde. C'est aussi ça, peut-être le choc, est-ce que vous ressentez dans les écoutes? C'est-à-dire que les conflits permanents dans le monde, ce qui se passe aussi en France et dans les Outre-mer, enfin, la réalité aussi de la violence écologique, environnementale, et bien entendu cette précarité qui est permanente. Ça peut être une perception peut-être personnelle, ou en tout cas une réflexion personnelle de se dire que ces sujets ont une influence sur l'état de la santé mentale des jeunes. Chez SOS Amitié, je dirais que les discours que l'on reçoit viennent de personnes qui vont très mal. Donc en général, en effet, l'environnement ou l'état économique ne sont pas leur priorité. On va dire que les discours qu'on reçoit peuvent avoir, par exemple, de la violence physique, de la violence psychologique, du harcèlement. Voilà, c'est quand même des discours. Mais alors, quel est votre devoir? Pardon, je me pose cette question, Maxime Loire. Lorsque vous êtes face à des personnes qui vous parlent justement de violence psychologique, de violence physique, comment vous faites? Vous alertez les pouvoirs? Comment vous faites? Notre mission est de pratiquer une écoute bienveillante, anonyme et confidentielle. Donc on reçoit l'écoute. Notre mission, c'est d'apporter toute notre attention à la personne pour, on va dire, valider le discours de cette personne, l'autoriser à exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer, ce qu'elle a sur le cœur. Et donc, on ne va pas. La personne reste confidentielle et anonyme, donc on ne la connaît pas, elle ne nous connaît pas. Mais si vous la sentez en danger, comment vous faites? Vous la poussez à pouvoir justement se mettre à l'écart, trouver une solution? Comment vous le voyage qu'on fait avec cette personne dans son discours va de question en question. Donc en effet, dans les questions, en fonction des sujets qui sont abordés, on peut demander est-ce que vous en avez parlé avec un médecin, est-ce que vous en avez parlé avec un professeur, est-ce que vous avez appelé dans le cadre du suicide de 3114 par exemple. Voilà, chaque sujet, chaque appel est unique. Et donc on va avancer en fonction du besoin d'expression de la personne qui nous appelle. Oui, et c'est un besoin important. Vous parlez de suicide, hein. Je vois, j'ai les chiffres sous les yeux là, chez SOS Amitié, quand même 9,2% des appels. C'est pas rien du tout. C'est vraiment, c'est très très important. Vous dites que les personnes vont mal, souffrance psychique en premier, relationnelle en deuxième, moraux, juridique et existentielle en troisième. Donc on est vraiment dans une vraie remise en question de finalement de notre humanité, de ce que l'on veut pour nous demain. C'est ce qui ressort. Oui, la question du sens de la vie peut revenir, en effet, chez les personnes qui ont, on va dire, la capacité psychologique à construire ce discours. Mais surtout à se projeter, parce que là, on parle des plus jeunes. Ils sont dans une projection. Oui, c'est pour ça qu'au niveau de la solitude, c'est peut-être un discours qu'on a à partir d'un certain âge. Peut-être à partir du lycée plus que les encore plus jeunes, qui vont, eux, sentir tout de suite quand il y a de la violence subie de la part de l'autre, comme du harcèlement. Je pense que le harcèlement est un sujet qui revient beaucoup chez les jeunes chez SOS Amitié.
Autre point, et pour évoquer les causes évidemment de cette situation, on l'a dit, hein, cette situation économique est compliquée, les conflits bien entendu, et évidemment ce Covid quand même, hein, cette pandémie, personne s'y attendait. On peut imaginer que tout ça, et on le voit hein, dans l'enquête OpinionWay que j'ai sous les yeux et dont vous venez de nous parler, puisque vous êtes responsable des études, société chez OpinionWay, Léonore Carré, tout ça, ça a exacerbé évidemment ce sentiment de solitude chez les jeunes? Bien sûr. Ce qu'on sait, c'est que ce soit dans cette étude pour Shopopop ou dans d'autres études que nous avons pu mener au préalable et depuis le Covid et avant le Covid, c'est que cette pandémie, elle a eu des séquelles importantes sur la santé mentale des jeunes, des Français de manière générale, mais des jeunes particulièrement. Et ensuite, on a un empilement de crises. On a une crise économique, on a une instabilité politique qu'on connaît tous actuellement, qui font que les jeunes vivent dans une incertitude vis-à-vis du monde à venir, qui paralyse finalement et qui les rend, crée une incapacité à se projeter dans le monde d'après, à prendre des décisions, à s'imaginer capables de vivre pleinement et heureusement leur avenir. Et donc, dans ce contexte-là, la solitude, elle est forte parce qu'on se sent complètement... ils perdent leurs moyens, finalement, face à ce contexte. Oui, d'autant plus que, je parlais de Covid, si je cite le professeur d'épidémiologie Christophe Zuriot, il dit « Les confinements ont créé les éléments de phobie sociale. De nombreux jeunes ont confié avoir même eu du mal après à refaire du lien avec d'anciens copains. » Vous validez ? Tout à fait. Alors, cette pandémie a fait naître une grande augmentation des sollicitations de SOS Amitié, et notamment chez les jeunes. La différence est assez flagrante. Avant le Covid, peu de jeunes sollicitaient SOS Amitié. Donc 3% de nos appels étaient pour des moins de 25 ans, et après le Covid, on est passé à plus de 10% des appels pour des moins de 25 ans. Donc ça, c'est pour les appels globaux de SOS Amitié, et donc on a plusieurs canaux de communication. Donc on a vraiment l'oral, où on nous appelle par téléphone, et on a aussi le chat et le mail. Et par chat, c'est plus de 30% de nos sollicitations qui sont pour des profils de moins de 25 ans. Oui, c'était absolument énorme. On a eu une explosion pendant le Covid et ces chiffres sont restés. Là, en 2023, on a eu plus de 3,5 millions d'appels. On va probablement approcher les 4 millions d'appels en 2024. Oh, 4 millions d'appels, c'est affreux. Il faut savoir quand même... C'est affreux. Heureusement que vous êtes là, mais la réalité est affreuse. Aujourd'hui, on a encore, parmi les jeunes, un quart qui considèrent qu'ils vont mal, que leur santé mentale est mauvaise, ce qui est énorme. 1 sur 4 nous dit « ma santé mentale est mauvaise ». Et on comprend bien à quel point ça impacte encore aujourd'hui, 4 ans après le début de la pandémie, comment ça impacte encore aujourd'hui leur santé mentale et pour les années à venir. D'autant plus que c'est formidable que vous fassiez toutes ces enquêtes, c'est pas malheureusement la première, ce ne sera probablement pas la dernière. Et pour autant, si je prends l'ancien Premier ministre, Michel Barnier, vous avez quand même dit que c'était un enjeu national, la question de la santé mentale des jeunes. Les ministres de l'éducation, de la jeunesse ou Premier ministre précédents ont eux aussi parlé de cette question de la santé mentale. Pour autant, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est mis en avant? Est-ce que réellement on est face à du mieux? Concrètement, dans nous, ce qu'on peut observer en tant qu'institut de sondage, on voit que les solutions, en tout cas, qui existent, elles ne sont pas suffisantes. Elles sont perçues comme insuffisantes, elles ne répondent pas aux besoins, et il y a une expression réelle de plus d'action pour accompagner ces jeunes qui sont dans une situation de détresse, très clairement. Il y a aussi cette image toujours où on imagine les jeunes dans des notions de fête, de rassemblement de copains, sur une pelouse, sur une plage, dans les villes, etc., sur les bancs, à se retrouver, faire des pique-niques et autres. Et on a l'impression, enfin c'est une question, est-ce que c'est un facteur culpabilisant pour ces jeunes en manque de contact, ou est-ce que c'est seulement justement un changement d'époque où il faut prendre en compte ces changements, selon vous? Les sentiments de honte ou de culpabilité peuvent aggraver ce sentiment de solitude. Chez les plus jeunes, c'est en tout cas le discours qu'on peut recevoir, le fait d'avoir honte d'être seul quand on mange à la cantine, par exemple, et donc
la valeur ajoutée là-dessus de SOS Amitié, c'est justement cet anonymat, puisque quand on invite les jeunes, en tout cas on les questionne sur est-ce qu'ils en ont parlé, ils ne veulent surtout pas que leurs parents le sachent, que les professeurs le sachent, parce que cette honte les dévore. Et comme vous disiez, l'isolement social entraîne l'isolement social, c'est-à-dire plus on s'éloigne de la parole, du discours, de l'interaction par la communication, plus on a du mal à le faire. Et c'est justement cette libération qu'on peut proposer chez SOS Amitié, c'est d'offrir la capacité à s'exprimer librement envers une personne qui ne nous jugera pas, qui accueillera notre discours tel qu'il est, pour l'exprimer déjà une première fois, pour après peut-être pouvoir l'exprimer auprès d'une personne de notre entourage réel. Et peut-être pour apaiser effectivement des moments de gravité, parce que vous êtes face effectivement à des personnes qui vont très mal et qui peuvent être peut-être parfois à des moments charnières de leur vie. Est-ce qu'il y a une vraie disparité en fonction des territoires aussi? Peut-être que vous aurez des choses différentes à dire chacun, en fonction de ce que vous avez écouté d'un côté et enquêté de l'autre, en fonction des territoires, en ruralité, en fonction des villes et autres. Quitter le foyer familial pour aller faire ses études loin, pas facile. Alors, en tout cas, en termes de territorialité, je ne pourrais pas avoir de retour d'expérience. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a le discours des jeunes qui vont partir. Il y a beaucoup plus de mobilité qu'avant, qui peut créer de la solitude. Partir soit pour les études, partir soit pour son premier travail, ou rester sur place, mais avoir tous ses amis qui, eux, vont partir pour leurs études ou pour leur travail, et se retrouver seul chez soi parce que tous ses amis d'enfance sont partis. Ouais, plus que les territoires, c'est l'enjeu de la mobilité, comme le disait Maxime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'éloigne de sa famille, de son cercle initial, de ses amis d'enfance, finalement, on doit recréer une sociabilité, mais quand on doit recréer une sociabilité alors qu'on a commencé ses études en visio, dans son studio par exemple, c'est compliqué. Donc c'est ça qui entraîne une grande difficulté à créer ou recréer du lien social. Vous disiez justement qu'après le Covid, il avait été difficile de se refaire des amis. Nous, ce qu'on a observé concrètement, c'est que les jeunes nous disaient « Moi, je préfère rester dans mon canapé avec ma tisane et mon chat et ça me va très bien ». C'est quand même un contexte aussi qui favorise la consultation des réseaux sociaux et de voir cette vitrine, ce filtre incroyable de vie, de fête et de pelouse festive où on n'est pas, où les jeunes ne sont pas. Et donc ça exacerbe ces différences, ces contrastes entre la jeunesse qui est heureuse, épanouie et festive, qui est en fait une minorité et pas forcément vraie, et celle qui est chez elle, repliée sur elle-même, seule. Bon, alors il y a heureusement de l'entraide, vous en êtes la preuve. Comment la recréer, cette entraide? Je vois dans le sondage OpinionWay quand même un chiffre qui m'a profondément marqué. Pour 66% des 18-24 ans, la possibilité de discuter avec un livreur, un facteur, serait une cause pour combattre ce sentiment de solitude. Je veux dire, enfin, je les adore, les facteurs, les livreurs, ils sont fantastiques, mais on en est là. C'est-à-dire qu'on en est au point de se dire, chouette, j'espère qu'il y en a un qui va venir à la maison. On en est là. C'est assez surprenant comme chiffre, je suis d'accord, parce que on pourrait s'attendre à ce qu'on voit d'un mauvais œil le livreur, le facteur, qui n'est pas forcément toujours aimable, pas toujours au rendez-vous, qui parfois dépose le colis ou pas, sans avoir sonné. Bah, tant mieux, on remarque que ça peut inverser les rapports entre les gens, parce que souvent aussi les personnes sont agréables avec eux. Donc, ouais. Voilà, on ne va pas taper sur les livreurs. C'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est que tout lien social est bienvenu. Et c'est assez alarmant de voir qu'on est prêt à prendre finalement la moindre sollicitation sociale parce que c'est compliqué et que quelqu'un qui sonne à la porte, qui va vous faire un grand sourire, être sympathique, ça peut changer une journée. Et c'est ça qui est positif, même si ça révèle quand même un niveau de détresse important. Comment créer de l'entraide, Maxime Loire? Je pense que la France a un tissu associatif qui est très riche et magnifique. Et on a besoin de bénévoles dans grand nombre d'associations. Et en fonction de ce qui nous touche, évidemment, ça peut être des activités sociales, mais aussi, on en parlait, l'environnement. Il y a des associations qui militent pour tout type de sujets. Et on a vu une conférence justement chez SOS Amitié sur ce sujet, de se dire que finalement, les réseaux sociaux créent beaucoup de malheur. Et en tout cas en France, la possibilité de s'en sortir, c'était de recréer du lien social par l'association. Oui, retrouver du lien social par l'association et peut-être valoriser aussi la rencontre réelle, encore une fois, versus rencontre virtuelle. Sur ce point-là, dans cette même étude pour Shopopop, on avait un item qui était est-ce que la rencontre sur Tinder, ça peut... Tinder est un site de rencontre, hein, voilà. Site de rencontre, même, je pense que c'est moi qui ai un peu débordé. En tout cas, de s'inscrire sur un site de rencontre, est-ce que ça peut combattre la solitude? 39% des jeunes nous disaient que oui. Sur
Même question, est-ce que parler avec une IA conversationnelle, l'intelligence artificielle conversationnelle, ça peut combattre la solitude? On avait environ 30% qui disaient que oui. On voit bien qu'il y a aujourd'hui la perception que les solutions connectées, parler en ligne, ça peut combattre la solitude. Or, effectivement, rien ne vaut le contact réel. Alors ça peut être par téléphone, ça peut être même par écrit, mais le contact réel avec une vraie personne, ça peut changer quand même beaucoup de choses. On a vu aussi dans plein, alors on appelle ça des EHPAD, c'est pas vraiment très joli comme nom, hein, mais en tout cas des lieux pour les seniors, plein de lieux qui sont créés aussi avec les plus jeunes. Les plus jeunes qui étaient au contact des plus âgés et inversement. Et on a vu cette émulation tout d'un coup, de se dire je vais te raconter des histoires, les histoires des anciennes générations, l'histoire de la grande histoire aussi. Et puis moi je te racontais comment ça se passe aussi chez nous, chez les jeunes. Peut-être se valoriser ça aussi. Peut-être cette rencontre-là? Totalement. C'est mon expérience personnelle, c'est aussi du lien social finalement, d'intégrer une association comme SOS Amitié. Ouais. C'est extraordinaire. Je rencontre vraiment tout type de profil, des gens qui peuvent être du secteur médical, du secteur éducation, ou même, voilà, on rencontre tout le monde qui a envie de donner de son temps à l'autre. Et donc l'expérience de l'implication de bénévolat en association est une expérience très très riche. Oui, c'est ça, c'est très enrichissant. Dernier petit point par rapport aux femmes, est-ce qu'il y a un impact plus fort pour les femmes que pour les hommes en termes de solitude, et notamment chez les plus jeunes, puisque c'est le sujet du jour? Malheureusement, oui. Les femmes sont davantage soumises à tout un tas de types d'injonctions, d'être disponibles émotionnellement pour leurs proches, en termes d'apparence sur les réseaux sociaux, bien sûr, et j'en passe. Et on voit bien que tout cet ensemble fait que les femmes ont un niveau de santé mentale qui est plus faible que les hommes et que la solitude, elle est plus forte. Donc c'est d'autant plus difficile pour elles aujourd'hui. Pareil, même ressenti aussi au niveau des appels? Je ne pourrais pas me prononcer pour SOS Amitié sur une différence homme-femme. De mémoire, on reçoit un petit peu plus d'appels de femmes que d'appels d'hommes. Est-ce qu'on peut en faire une analyse? Je ne sais pas. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Éléonore Carré, responsable des études société chez Opinionway, et Maxime Loire, écoutant SOS Amitié. Vous avez un autre métier à côté ou pas? Enfin, un autre métier, une autre occupation? Oui, tout à fait. Je fais du développement commercial dans l'ingénierie, donc rien à voir. Ben oui, mais formidable. Bravo à vous en tout cas, et on salue tous les écoutants de SOS Amitié. Merci également à vous pour cette enquête très enrichissante, très importante, et qui nous confirme que le lien est important. Alors voilà, soyez à l'écoute et regardez un peu tout ce qui vous entoure. Merci à vous deux. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jeanne Lepeintre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole au sein de Corps et Piles, ça se dit comme ça? C'est ça, tout à fait. Corps et Piles, voilà, c'est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par les pouvoirs publics, c'est quand même bien de le dire, qui est en charge de la collecte et le recyclage des piles usagées. Et c'est vrai que finalement, ces fameuses piles, elles restent souvent dans un vide-poche ou quelque part dans la maison et on ne pense pas au recyclage. Pourquoi? Malheureusement. Alors, on pense quand même au recyclage. Mais une pile, ça ne prend pas de place. On peut en stocker une centaine chez soi sans aucun problème. Ça ne va pas nous gêner. C'est pas comme un frigo. On ne peut pas en garder une centaine chez soi. Après, effectivement, il y a quand même un geste nécessaire. Il faut les rapporter dans les magasins ou dans les déchetteries. N'importe quel magasin? N'importe quel magasin, à partir du moment où ils vendent des piles ou des appareils qui en contiennent, piles ou batteries, ils doivent les reprendre. Donc ça fait quand même beaucoup de points de collecte. Il y en a plus de 30 000 en France. Donc il y en a forcément près de chez vous. Forcément. Et alors, en quoi c'est important justement de pouvoir recycler une pile? Parce que les piles. Les piles et les batteries, c'est un concentré de métaux et on peut les récupérer jusqu'à 80% du poids de la pile, on peut les réutiliser pour fabriquer plein d'objets de la vie courante. Je regardais, je feuilletais ce magazine, piles et batteries, tout savoir en 150 questions. Alors c'est vachement intéressant, je ne pensais pas m'intéresser autant aux piles d'ailleurs. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dans une pile? Vous pouvez me dire ce qu'il y a dans une pile? Je vais montrer un petit dessin en même temps, mais quand même c'est mieux que vous le disiez vous-même. Alors dans une pile, on va parler des piles alcalines qui sont les plus connues. Oui, les plus connues, voilà, celles-là. Les plus utilisées, on va retrouver du zinc, du fer et du manganèse. C'est les trois métaux les plus importants qu'il y a à l'intérieur des piles. Après, il y a d'autres métaux qu'on peut trouver dans les batteries, mais c'est plus anecdotique. Et on peut assez facilement les récupérer et les réinjecter dans d'autres objets. On peut fabriquer des couverts, on peut fabriquer des articles de quincaillerie, des jouets en métal. Tout ce qui est en métal peut contenir une petite partie de piles recyclées. Pas de plomb? Alors, il y a des batteries au plomb, mais le plomb, lui, va être réutilisé pour fabriquer de nouvelles batteries. Mais il n'y a pas de plomb du tout, ni de mercure dans les piles alcalines. D'accord, donc elles ne sont pas dangereuses pour la santé? Non.
Les manipuler, ça ne change rien? Non. Mais les recycler, en revanche, c'est bon pour l'environnement. Les recycler, c'est bon, oui, voilà. Ça évite d'aller chercher des métaux dans les sous-sols de la Terre. Les principaux obstacles au fait que les familles, les personnes ne pensent pas à recycler leurs piles, c'est quoi? C'est juste le fait de se dire c'est petit, ça prend pas de place, on n'y pense pas? C'est quoi? Il y a un peu de ça. C'est plutôt on n'y pense pas, parce que malgré tout, 80-90% des Français savent qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle. Ça, c'est bien rentré, parce que ça fait 25 ans qu'on existe. C'est bien rentré dans l'imaginaire collectif. Mais il y a encore ce petit geste qu'il faut penser à aller prendre quand on va dans son magasin ou quand on va à la déchetterie. Et si on a oublié, il faut attendre le prochain cycle pour y retourner. Et alors justement, qu'est-ce que vous proposez au sein de Corps et Piles pour pousser les familles à recycler leurs piles? Alors il y a un point aussi important que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on oublie aussi souvent ces piles et ces batteries dans les appareils. Par exemple, les jouets d'enfants, puisque là on parle un peu d'enfants. De Noël, ouais, de Noël. On a toujours des jouets qui vont finir au fond du placard où les enfants ne vont plus jouer avec. Et souvent, il va y avoir une pile, dès que c'est un jouet qui fait du bruit ou qui bouge ou qui fait de la lumière, il y a forcément une pile quelque part. Je suis en train de calculer, je pense que j'en ai avoir une quarantaine, effectivement. Je vous confirme, la moyenne c'est 104 par foyer. Très bien. Ah oui, un peu plus. D'accord. Et donc ce phénomène de stockage domestique, il retient en fait une partie des piles qui pourraient être recyclées. Donc ça c'est important. Et donc pour essayer d'inciter les Français à sortir toutes ces piles de leurs tiroirs et de leurs placards. Là, pour Noël notamment, on propose des petits ateliers à faire en famille pendant les vacances. Par exemple, vous avez ici un petit cube à piles qu'on peut fabriquer. Donc, ça, c'est pour les plus petits, peut-être? C'est pour les plus petits, effectivement. Ouais. L'idée, c'est de télécharger, je ne sais pas où je dois le montrer, mais... C'est moi qui vais le montrer, comme ça. Vous pouvez télécharger un format PDF, vous l'imprimez, vous le coloriez, et puis après, vous le fabriquez pour faire une petite boîte qui contient une vingtaine de piles, et ce qui permet à l'enfant de devenir responsable dans le foyer. Allez maman, allez papa, vous mettez les piles à l'intérieur. On le télécharge sur quoi, ça, Jeanne Sur le site corepile.fr. Corepile.fr, C-O-R-E-P-I-L-E, corepile.fr. D'accord, donc on fait une petite boîte, on met tout dedans, à chaque fois qu'on a une pile... Hop, on peut la mettre dedans. Les enfants, en fait, il n'y a aucun risque, on est d'accord? De toute façon, les enfants manipulent des piles dès l'enfance. Un peu moins les batteries, parce que c'est souvent des piles qu'il y a dans les jouets des enfants. Mais dès qu'ils grandissent un peu, qu'ils commencent à avoir des manettes de jeux vidéo, des jeux électroniques et tout ça, ils commencent à avoir des batteries, et donc ils sont aussi concernés, dès le plus jeune âge. Alors, autre atelier, sachant qu'effectivement, une pile sur deux est actuellement recyclée, c'est beaucoup trop peu. Donc, fabriquer une pile à l'aide d'un citron. Oui, j'ai amené un exemple. En fait, l'électricité, c'est relativement simple et ça peut fonctionner avec un citron qui va servir juste de conducteur, mais on utilise deux métaux différents, une pièce de monnaie et une petite vis, et on peut allumer une petite LED. On peut allumer une petite LED grâce à ce montage particulier. Donc, ça prend un petit peu de temps à faire en famille, mais c'est assez ludique pour les enfants. Ils se rendent compte que l'électricité, c'est un peu magique aussi. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est magique. Alors, donc ça, c'est deuxième atelier. Troisième atelier, j'ai vu, qu'est-ce que vous proposez? J'ai organisé une chasse aux piles. La chasse aux piles, ouais. Dans l'appartement? C'est exactement appartement ou maison. Justement, on a plus d'une centaine de piles chez soi. C'est environ une par mètre carré. Donc, comptez chez vous combien vous en avez. On propose en deux versions. Soit une version un peu ludique, en numérique, toujours sur le site internet. En gros, vous rentrez dans une pièce de la maison et il faut trouver les objets qui contiennent des piles. Et vous avez un compteur qui cumule toutes les piles et batteries que vous avez trouvées. Mais ça va vous aider aussi à retrouver quels sont les objets qui peuvent contenir des piles que vous avez chez vous. Typiquement, un détecteur de fumée. Vous n'allez pas la changer tous les 4 matins, mais vous en avez forcément, et donc il y a une pile à l'intérieur. Et alors, carrément, pour continuer la chasse aux piles, il y a l'escape game. Et après, alors, c'est plus trop pour l'escape game. Juste pour la chasse aux piles, il y a une version plus complexe, mais qui est faite à la base pour les enseignants, où là, on vient vraiment compter chaque appareil qu'on a chez soi, et on peut se rendre compte de combien de piles on en a. Moi, j'avais fait l'exercice, j'en avais plus de 450. Ah oui, vous avez un grand appartement. Non, même pas. Non, même pas. Escape game. L'escape game, ça c'est vraiment pour les plus grands collèges-lycées. Oui. Là, j'ai amené le plan central. L'idée là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a collecté toutes les piles et les batteries. Comment on fait pour les trier, puis après pour les recycler, et enfin comment on récupère les métaux qu'il y a à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est des petits jeux au fur et à mesure pour avancer dans l'escape game, et puis relancer l'usine, parce que là, il y a la méchante Dorothy Perkins qui a arrêté la machine.
Oui, c'est ce que je vois. Tri, broyage, recyclage, valorisation. Comme le mariage. Très bien. Dites-moi juste, d'où vient le mot pile, en fait? Est-ce que vous savez ça? Oui, je sais. Parce qu'on s'est posé la question. Les piles, alors c'est tout simple, en fait, c'est que la personne qui a fabriqué les piles, Alessandro Volta, il a juste empilé, je crois que c'était une plaque de zinc et une plaque de cuivre, et un feutre imbibé d'eau salée pour faire le conducteur. Et en fait, il a fait un empilement assez haut. Hein. On peut en trouver au Musée des Arts et Métiers, à peu près haut comme ça. Et ça a créé de l'électricité. Et donc le mot empilement devenu pile. D'accord, merci beaucoup. L'expression se mettre une pile, vous savez aussi ou pas? Je connais pas cette expression. Bon voilà, moi aussi j'ai cherché partout. Alors Google soi-disant c'est tout. Là je confirme qu'on n'a pas trouvé. Voilà, en l'occurrence, bon, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est une expression je ne connais pas. Un langage commun? Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Jeanne Le Peintre. Vous êtes porte-parole de Corps et Pile. Et donc vous retrouvez voilà, toutes ces idées effectivement d'ateliers, escape game, chasse aux piles pour toute la famille. Et ce magazine Piles et Batteries, dont vous voulez citer peut-être le président, c'est ça, avec qui vous avez le directeur de Corps et Pile est un des rédacteurs, il s'appelle Frédéric Edouin. Et voilà, il a été... Plein d'infos, je me suis laissée moi-même surprendre vraiment, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On va retrouver tout de suite Shirley pour sa chronique. Maria Carey, Tino Rossi, chaque fin d'année, l'éternel retour de leur tube montre comment la musique peut à la fois refléter une époque et devenir intemporelle. Comment parler de cette musique qui ne se démode pas aux plus jeunes d'entre nous? Eh bien, Shirley nous recommande un podcast et un livre dans son panorama. On commence, si vous voulez bien, Shirley, par le podcast. Alors, si je vous dis qu'il existe un podcast qui raconte en quelques minutes seulement l'histoire des grandes icônes de la musique, icônes qui ont probablement bercé votre enfance, à vous, parents, profs, grands-parents, tata, tonton et j'en passe. Si je vous dis qu'on apprend plein de choses sur leur vie, leur œuvre, leur parcours de façon hyper ludique, eh bien, vous serez peut-être heureux de le partager autour de vous avant de vous rendre compte que vous prenez votre pied vous-même à l'écouter. Et le nom de ce podcast alors? Alors, La Disco Mobile, un podcast de FIP, une des radios musicales de Radio France, la plus éclectique de toutes. La radio de tous les genres, de toutes les époques, de tous les continents, et ça se reflète assez bien dans le choix des stars mises à l'honneur dans ce podcast, car une fois à bord de cette petite voiture rose, eh bien vous remontez le temps pour partir sur les traces d'Aretha Franklin, Bob Marley, Beyoncé, David Bowie, Dalida, Eminem, John Lennon et cette grande diva du jazz qu'est Ella Fitzgerald. 3 saisons existent déjà depuis la création de ce podcast. C'était l'an dernier. La 4e vient tout juste de sortir du four, Virginie. Elle a été diffusée en direct tous les soirs de cette semaine sur les ondes de FIP avec un premier épisode consacré au guitariste légendaire Jimi Hendrix. Générique. Bienvenue à bord de la Disco Mobile, une voiture mélodique dans laquelle vous et moi, j'aimerais qu'on parte à l'aventure, à la découverte d'artistes qui sont devenus des légendes de la musique. Vous êtes prêts? Alors attention, transformation. Eh oui, aujourd'hui c'est moi qui prends le volant. Alors attachez vos ceintures, je vais vous raconter mon histoire. Aujourd'hui, je suis Jimi Hendrix. Voilà, on commence toujours par démarrer la voiture avant de partir à l'aventure. Et comme vous l'avez constaté, la narratrice parle à la première personne. Voilà, c'est comme si on entendait parler d'eux-mêmes, Jimi Hendrix que voici, et tous les autres artistes à l'honneur dans cette 4e saison. La très grande Edith Piaf, le père de l'afrobeat Fela Kuti, la reine du disco Donna Summer et l'incontournable DJ français Laurent Garnier. J'adore. Pas évident quand même de résumer la vie de ces grandes icônes et surtout de ne pas être tenté de vouloir tout dire. Comment on fait pour résumer? Eh ben, c'est tout l'art de ce podcast, c'est de faire émerger l'essentiel de manière toujours très sympathique et parfois drôle, à travers les moments les plus importants d'une carrière, des anecdotes qu'on retient assez facilement, comme le fait que Donna Summer a découvert sa vocation de chanteuse en remplaçant au pied levé quelqu'un qui était dans sa chorale qu'elle fréquentait donc dans l'église dans laquelle elle se rendait avec ses parents. On découvre aussi les très
traits de personnalité de ces stars et leurs tubes emblématiques, ça va de soi. Exemple avec ce moment de l'épisode consacré à la très persévérante Édith Piaf, qui malgré une vie compliquée, n'aura jamais lâché, jamais regretté. Toute ma vie, j'aurais lutté pour m'en sortir. Et là encore, je prouve que je suis une battante. Je me fais désintoxiquer. Et je m'en sors aussi grâce au soutien de mes amis qui ne me laisseront plus jamais seule. Et j'ai aussi beaucoup d'amoureux. Dans chacun d'eux, je recherche l'amour perdu de Marcel. Je crois que je suis faite pour être vivante envers et contre tout. Vous dites qu'il y avait des limites et que ces limites, vous les aviez franchies. Bien, c'est-à-dire quand on est malade, évidemment, c'est très dur d'avoir un bon moral. Mais tout de même, même si il m'est arrivé de me laisser Mon préféré, c'est un peu la signature de ce podcast, et bien c'est la fin. Alors permettez-moi, Virginie, de vous la dévoiler pour un épisode, celui consacré à Jimi Hendrix. Comme on le disait, on ne peut pas tout dire, alors on empile, et puis... J'ai oublié de vous dire, quand j'étais petit, j'ai démonté la radio de la maison pour voir comment ça fonctionnait à l'intérieur. Oh, j'adorais la science-fiction. J'y mettais les sons des films avec mes guitares. Oh, comme j'étais gaucher, j'utilisais des guitares de droitier, mais à l'envers. Bah ouais, c'était mon style à moi. Oh, un jour j'ai dit, quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde sera en paix. Pas mal, hein? C'est resté dans les mémoires. Oh, j'ai un astéroïde qui porte mon nom. Enfin, presque. Jimi Hendrix, 4738. J'ai 2 statues qui me représentent. Une sur l'île de White et l'autre à Seattle. Oh, on a fait un moulage de mon zizi. Il est au musée national des phallus en Islande. Ouf, jusqu'à plus de souffle. Voilà, c'était mon moment préféré et je ne m'en lasse pas. La Disco Mobile, un podcast écrit et interprété avec brio par l'animatrice de FIP et comédienne Émilie Blond-Metzinger et réalisé par Alexandre Girard. C'est à partir de 7 ans et c'est disponible sur FIP.fr, sur l'application Radio France et sur toutes les plateformes. Et je vais m'empresser d'aller l'écouter. Et puis alors pour ce livre, Shirley, eh bien, il nous faut aussi voyager en musique. Exactement, il nous emmène tout droit dans le Tennessee, au sud des États-Unis, là où il fait soleil et tout en passant par le Mississippi. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre écrit par des Canadiens, qui est un conte, il faut le préciser, une BD, un livre-disque autour du rock'n'roll. Et oui, cette musique pionnière de l'Amérique, on y suit les aventures de Mama et Papa Poss, des opossums musiciens, qui racontent à leurs petits-enfants leur passé dans la musique. Et ils ont eu une sacrée vie, parce qu'ils ont été chargés de composer le prochain tube du grand Elvis Presley-Evre, The Star du rock'n'roll dans ce livre. Alors, ils vont se rendre dans le fameux studio du Soleil. Toute ressemblance avec des faits réels n'est évidemment pas fortuite. Oui, on est dans un récit inventé, fantaisiste, très animalier, mais qui s'inspire de l'époque et du contexte musical des années 50-60, ce qui permet de transmettre tout un tas de connaissances aux enfants, et notamment le nom de plusieurs instruments comme la dobro ou l'harmonica, de se familiariser aussi avec la géographie des États-Unis. Vos enfants sauront écrire le Mississippi. Ils pourront aussi faire des liens entre cette géographie et la musique, en apprenant notamment que Memphis est intimement lié à l'émergence du rock'n'roll, puisqu'on le rappelle, Elvis Presley y a vécu dans sa résidence pendant plus de 20 ans, Graceland, on la connaît, et d'ailleurs une reproduction très fidèle y est dans ce magnifique album. Elvis a aussi enregistré ses disques à Memphis, en lieu et place du fameux Sun Studio fondé par Sam Phillips en 1950. Et puis en plus, après avoir lu ce livre, les enfants seront même incollables sur l'industrie de la musique. Presque. Du moins, ils sauront que pour sortir un disque, on compose, on écrit des paroles, on enregistre, tout ça c'est dans le livre. Et on apprécie autant découvrir les 2 tubes originaux écrits par Mama et Papa Poss, dont le fameux rock du tatou, que toutes ces illustrations qui nous plongent dans l'univers des musiciens, les bars dansants, les
cabaret, les studios d'enregistrement, la scène, évidemment. Illustration que j'ai trouvée vraiment belle, c'est coloré, un poil cartoonesque, en tout cas c'est joyeux. C'est signé Fanny Berthiaume. Les textes, eux, ponctués d'humour toujours, ils sont de Bia, qui signe aussi les chansons avec Eric West-Millet et Olaf Gundel. Bonus, alors c'est un livre-disque, donc on peut découvrir les chansons gratuitement sur les plateformes d'écoute, grâce au petit QR code qui se trouve à la toute fin, que vous pouvez montrer peut-être. Oh, bah certainement, je vais y arriver. Il est là. Le voici. Et on découvre aussi l'histoire racontée avec les ambiances en mode livre audio sur ces mêmes plateformes. Bonus 2 à la fin. On découvre aussi une bio d'Elvis Presley, quelques portraits d'autres artistes de l'époque, comme, alors en tête, j'ai Jerry Lee Lewis, oui, et Chuck Berry. La description de certains instruments, le cours magnifique de rockabilly, des origines du rock. Bref, au studio du Soleil à Memphis, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vous dansez le rock, vous ? Non, c'est pas dans mes compétences, Virginie. Mais vous l'écoutez. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, de quoi occuper les enfants pendant les vacances. Merci 1000 fois. Merci Shirley. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Moi, je m'en lasse pas. Vous dites à la fin du premier épisode du podcast, je sais, intellectuellement, ça tient pas la route, politiquement, ça craint un max. Ouais, ça a été dur parce que s'engager en tant qu'assesseur, c'était venir apporter du crédit à cette institution. Et on est quand même dans un contexte où voilà, les inégalités sont criantes, où politiquement, bien sûr, tout n'est pas assez fait pour les résorber. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'entrer dans cette institution qui va venir traiter aussi, à travers la délinquance de ces jeunes, la marginalité, les situations d'exclusion, etc. Et qu'est-ce que ça voulait dire, moi, d'y venir, quoi ? Est-ce que c'était pas une forme de trahison par rapport à un certain nombre d'engagements ? Mais surtout, vous dites, on juge là des individus. Or, moi, comme chercheuse, je crois à l'influence des contextes. Je crois qu'on est quand même le produit à la fois de là où on vient, de là où on est élevé, de comment on est élevé, et qu'on est d'une certaine façon pas responsable de tout. Oui, c'est ce qui est très compliqué. D'ailleurs, j'ai fait des enregistrements il y a vendredi sur un épisode, et une des choses que je disais, c'était oui, ici, malheureusement, c'est comme ça, on juge des individus et pas des structures sociales. Alors, en même temps, j'ai quand même trouvé ma place dans ces fonctions d'assesseur parce qu'on est quand même sur une justice qui est orientée vers l'éducatif. Voilà, c'était une justice expéditive, une justice de classe, une justice du mépris. J'aurais pas pu y donner du crédit et je n'y serais pas entrée ou j'en serais très vite sortie. Donc je m'y suis maintenue et il me semble qu'elle a un sens, cette justice, parce qu'elle reste orientée, et ça c'est tout le travail des juges pour enfants et de ceux qui portent cette justice, qui sont très engagés. Elle est portée quand même par une orientation éducative. Justement, est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu cette nouvelle intelligence artificielle signée Elon Musk qui s'appelle Grok 2 ? Oui, alors c'est une nouvelle intelligence artificielle qui a comme principale features, donc fonctionnalité, le fait de pouvoir générer des images extrêmement réalistes de personnalités connues. Et ça, c'est une grande avancée parce que jusque-là, on pouvait générer des images, j'allais dire, de manière récréative. Là, on va pouvoir générer des gens de manière très, très réaliste et ça peut nous mettre dans des situations où on ne sait plus qui croire, fiction, réalité. La barrière est de plus en plus fine. De plus en plus fine. Donc c'est ça qui la différencie principalement des autres outils similaires comme DALL-E par exemple. Exactement. Exactement. Jusqu'à présent, si vous alliez sur DALL-E, Midjourney ou autre, vous pouvez générer un pingouin, on va dire des animaux ou des choses qui sont relativement soft en matière de sécurité. Mais si j'avais voulu générer un Emmanuel Macron habillé en roi par exemple, ça aurait été impossible. Alors que là, c'est possible en un clic, gratuitement, et ça le fait pratiquement instantanément. Donc c'est assez impressionnant. Et puis on peut mêler ça aux récentes affaires qu'il y avait eu Elon Musk de fake news. Si on rajoute à ça le fait qu'il va pouvoir générer maintenant des photos, ça s'annonce un peu compliqué. Alors justement, je vous propose de regarder tout de suite à l'écran Elon Musk dans différentes situations et notamment déguisé en astronaute, d'autres en pompier, voilà, exactement. Vous voyez le niveau de réalisme atteint par Grok 2. Comment se passent justement les premiers contacts avec vos étudiants ? Alors moi, je rajouterais quelque chose, c'est des pépites. Moi, je les appelle mes pépites, parce que c'est vraiment ça.
en fait. Et quand on les voit la première fois, donc les premières rencontres se passent au mois d'octobre, avant les vacances de la Toussaint. Effectivement, les premiers rendez-vous sont assez déstabilisants parce que je débarque donc avec un maximum d'étudiants. Ils sont entre 12 et 20, les groupes. Et effectivement, c'est très... Alors, j'amène toujours un goûter. Hein. Ah, c'est bien. Toujours très important. Je vais venir. Vous êtes invités quand vous voulez. Et l'idée, c'est effectivement... J'ai déjà eu une casquette, je vais avoir un goûter, c'est super. On y va, là. C'est qu'on fasse connaissance. L'objectif, c'est de faire connaissance et de leur dire, OK, moi, je suis là pour vous. Je ne suis pas venue toute seule. On va passer un moment ensemble l'année et de leur dire, voilà... Ça permet de briser la glace parce qu'ils sont un peu intimidés. Oui, ils sont intimidés ou alors c'est un peu l'inverse. Ils sont un peu... ils sont un peu même dans la provoque. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont un peu déstabilisés et ils ne sont pas rassurés. Donc moi, mon objectif, c'est de dire, voilà, bonjour, moi je m'appelle Cécile, je me présente, etc. Je parle un peu de moi. Et puis, on fait des petits jeux. On se présente avec des cartes, où il y a marqué un trait de personnalité, ou l'animal totem. Là, cette année, j'ai fait ça. Et puis après, on travaille avec des post-it. Qu'est-ce que vous attendez de l'accorder? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est drôle parce que je ressors les post-it en juin après. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est génial. C'est très c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, j'imagine. Rien à voir. C'est une très belle expérience. C'est vrai qu'on note un impact rapide, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'en effet, rien que l'indicateur sur les métiers envisagés, on voit tout de suite en quelques mois. Exactement. Même pas 9 mois, puisque souvent on les voit pour la première fois au retour des vacances de novembre. Et puis la dernière rencontre se fait en mai. C'est ça. Donc finalement, on peut dire qu'en 6 mois, on voit déjà l'impact en termes d'ambition. Il y a une obligation de réserve, parce qu'on n'a pas le droit de tout raconter. Parce que la justice pour mineurs, on va le rappeler aussi, est une justice à huis clos. Oui, alors c'est une justice à publicité, c'est le principe de la publicité restreinte. La famille, les parents peuvent assister, éventuellement un frère ou une sœur. Il y a les éducateurs, mais c'est tout. Il n'y a pas de public dans les audiences pour mineurs. C'est ce qui rend cette justice c'est difficilement compréhensible aussi pour le grand public. C'est qu'on n'y a pas accès. À un moment, vous changez de salle. Oui. Vous êtes habituellement dans une salle qui est plutôt grande. Oui. Et là, elle est en travaux. On vous met dans une salle plus petite. Oui, et je raconte que ça me fait bizarre d'être aussi près des gens que je juge, d'avoir des jeunes à 1 mètre, d'avoir des parents tout près. Oui, parce que contrairement aux juges des enfants, on n'est pas on porte pas la toge, l'habit l'habit du juge. On est en civil. Et puis après l'audience, nous on file pas dans notre bureau. Finalement, on sort. Et parfois, il arrive qu'on sorte de la salle et en fait, les gens sont encore là. Et donc, on se retrouve simple citoyen au milieu des citoyens et on vient de prendre parfois des décisions très lourdes. Et ça invite à beaucoup d'humilité. Voilà. De toute façon, c'est un travail d'humilité de juger, il me semble. Depuis plusieurs années, TikTok est accusé, et vous nous en parlez régulièrement, par certains gouvernements et notamment les États-Unis de représenter une menace pour la sécurité nationale en raison de son appartenance notamment à l'entreprise chinoise ByteDance. C'est à nouveau et entre autres à cause de ça qu'elle se retrouve au cœur de l'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors oui, c'est toujours le cas, effectivement, puisque la date butoir, comme vous l'expliquiez, de la vente obligatoire de TikTok au niveau américain approche, c'est le 19 janvier. Donc c'est la raison pour laquelle c'est revenu effectivement dans l'actualité, d'autant qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ça pose des questions sur la suite de cette loi. Est-ce qu'elle va être vraiment mise en place? Est-ce qu'ils vont trouver un compromis? Voilà. Et puis à côté de ça, on a aussi des petits problèmes en Europe, notamment du côté de la Roumanie pour TikTok, voilà, qui a fait annuler une élection présidentielle, rien que ça. Rien que ça. 22 étudiants, c'est ça 22 tuteurs étudiants, exactement. Tuteurs étudiants. Comment ils prennent cette mission, du coup, et comment vous les sélectionnez, et ensuite, comment ils sont formés pour accompagner au mieux, parce que c'est quand même une responsabilité, c'est tout jeune. C'est une responsabilité. Les tuteurs donc, sont vraiment la colonne vertébrale, comme je l'ai dit, de l'accord des Mona Lisa. La sélection se fait, alors, soit d'une année sur l'autre, s'ils sont en 2e, 3e, 4e ou 5e année, soit s'ils arrivent en première année, ils ne connaissaient pas l'accordé. Donc il y a un forum des associations qui existe au pôle Léonard de Vinci. Les tuteurs font partie de l'association Léo Learning, qui est une association de soutien donc, au pôle Léonard de Vinci. Et donc ils sont sélectionnés courant septembre, au mois de septembre, et ils sont formés par effectivement l'association Article 1,
début octobre. C'est quoi? C'est leur donner le positionnement de tuteur. Ouais. Un tuteur, c'est pas un pote, c'est pas un membre de la famille, c'est pas un prof. Ouais. Un tuteur, c'est un coach. C'est quelqu'un qui est là, à côté, qui écoute, qui donne des conseils. C'est un grand frère dans le sens mentor. Qui raconte son parcours aussi. Exactement. Et qui peut raconter que lui aussi, il a été en 4e. Et lui aussi, il a été en 3e. Il est passé par là. Ouais. Exactement. Ouais. Et puis, je trouve ça très valorisant aussi pour eux. Parce qu'en fait, c'est d'apporter aujourd'hui leur expérience à des jeunes. Et donc, en termes aussi de CV plus tard, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je suis en entretien, s'ils sont en entretien d'embauche, je suis en entretien et je peux parler de ça aussi. C'est valorisant, c'est rassurant aussi pour l'entreprise qui va les embaucher derrière. Ils s'engagent. Et je trouve ça chouette d'avoir des personnes dans une entreprise qui s'engagent. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Kylian Soula, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Redemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également Charlotte Adélaïde d'avoir été avec nous. On va leur proposer de passer de bonnes fêtes à nos spectateurs et auditeurs. Voilà. Profitez. On se retrouve dès la rentrée scolaire, donc à savoir le lundi 6 janvier, pour évidemment toutes les émissions pour le Grand JT, ainsi que toutes celles de la chaîne School TV. Très bonne soirée à tous. Ciao.